Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour ce nouvel entretien et nous recevons aujourd'hui Toby Nathan. Il est invité de l'Institut culturel français à Tel Aviv à l'occasion de la Foire internationale du livre. Il est là aussi pour nous présenter son dernier roman, c'est Ethno-roman. Mais pas seulement. Alors Toby Nathan, professeur des universités, écrivain, diplomate, vous en êtes à votre 7e roman, plus une trentaine d'essais, notamment en ce qui concerne la psychothérapie et notamment également l'ethnopsychothérapie. On va en parler avec vous également à cette occasion. Oui. Ce premier roman, Ethno-roman, c'est un petit peu un roman d'initiation, c'est un petit peu aussi une autobiographie. C'est ça, c'est une autobiographie, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas, je raconte pas ma vie comme ça en continu. J'essaye de restituer plutôt les mondes qui m'ont constitué, en fait. Par quoi j'ai été fait, en fait. Alors, donc, je commence évidemment par mes ancêtres, puisque c'est la constitution principale, et puisque je porte le nom d'un ancêtre, qui est enterré au Mont des Oliviers, et donc, je suis attiré comme une phalène par la flamme, vous voyez. Je suis attiré par Israël comme ça parce que mes ancêtres sont là enterrés, donc je vais venir aussi à cet endroit. Voilà. Et alors vous vous définissez de nombreuses façons, vous vous dites juif au naturel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous savez, je suis né en Égypte d'une communauté juive très très ancienne qui n'existe plus. Nous sommes les Juifs égyptiens, ceux qui sont nés en Égypte véritablement, c'est comme les derniers des Mohicans, quoi. Il y en a plus des gens comme ça. Donc on est la dernière génération des gens nés en Égypte. Dans ce monde-là, être juif, c'était pas un effort. On vivait dans une communauté où respecter les choses juives, c'était pas un effort et c'était pas une obligation. C'était tout le monde était comme ça. Donc on regardait avec un drôle d'air les juifs religieux. Il y en avait certains, il n'y en avait pas beaucoup, et on les regardait d'un drôle d'air. D'abord, c'était tous des Ashkénazes, on n'était pas des Ashkénazes, nous, et ils en faisaient trop. Et on se disait, mais pourquoi ils font ça? Donc juif par culture, juif par tradition, pas par religion. Aussi par religion, bien sûr, mais c'est une religion douce, quoi, une religion soft, une religion tranquille. Je dirais, vous dites juif au naturel, je dirais juif bien tempéré, comme on dit le clavecin bien tempéré, vous voyez, juste le bon ton, quoi. Et c'était ça, et c'est un peu ça que j'ai essayé de retranscrire aussi dans ce texte, qui est un judaïsme avec Dieu, sans excès. Alors le bon ton, vous le dites, il faut le trouver, le bon ton, et puis ensuite il faut le garder. Et vous le précisez, vous êtes d'une communauté juive, celle d'Alexandrie, qui est non, pas d'Alexandrie, disparue. Du Caire. Ah, les Juifs du Caire. Du Caire, pas d'Alexandrie. Il n'en est pas moins qu'il n'en reste plus. Alors est-ce que aujourd'hui vous avez un espèce de sentiment de responsabilité à l'égard de cette tradition que vous devez sauvegarder? Bien sûr, sauvegarder, on ne peut pas la sauvegarder, c'est des choses qui sont terminées, mais on doit témoigner, on doit raconter ce que c'est. Et puis vous savez, pour un juif, être sorti d'Égypte, c'est pas rien, hein, vous savez. Par exemple, nous autres à Pessah, en Égypte, on fêtait la sortie d'Égypte en Égypte. Alors, comme j'étais enfant, je disais, pourquoi est-ce qu'on dit on est sorti d'Égypte alors qu'on est en Égypte? Et j'étais très très étonné. Et un jour, nous sommes réellement sortis d'Égypte. Et peut-être nous sommes les seuls, en fait, à être sortis d'Égypte. Tous les autres racontent ça comme quelque chose du passé. Nous, quand nous fêtons Pessah et nous disons nous sommes sortis d'Égypte, c'est vrai. C'est comme si nous vivions le mythe. Alors vous êtes sorti d'Égypte et vous avez atterri en France. C'était votre premier pays d'adoption. Non, c'était en Italie d'abord. Je suis d'abord allé en Italie parce que vous savez, les Juifs d'Égypte souvent avaient une autre nationalité parce que d'abord on pouvait à peu près pas, sauf quelques exceptions, on ne pouvait pas être égyptien et il valait mieux avoir une autre nationalité, de toute façon, pour des problèmes administratifs. Et donc, on achetait des nationalités. Et donc, les grandes nations vendaient les nationalités. Italien, c'était le moins cher. Et donc, ma famille a acheté italien. On pouvait acheter aussi français, c'était plus cher. Et anglais, c'était le plus cher. Est-ce que vous y êtes resté suffisamment pour devenir aussi italien de cœur, Toby Nathan? Oui, absolument. Je suis resté 1 an en Italie. J'ai appris l'italien. J'étais un petit italien. J'allais à l'école en italien. Et j'étais devenu un petit italien. Et puis après, je suis devenu un petit français. Donc moi, j'ai eu 3 existences, en quelque sorte. J'ai été un petit égyptien.
juif d'Égypte, si vous voulez, et ensuite un petit Italien, ensuite un petit Français. Donc je sais qu'on est ce qu'on a été fait, quoi, puisque j'ai eu 3 êtres, en fait, hein, et que ces 3 êtres, je m'en souviens très bien, je parle toujours l'arabe, je parle toujours l'italien, et parfois j'arrive à parler le français aussi. Alors, on le sent bien, c'était pas seulement des déracinements, c'est de véritables déménagements, des cultures qui sont devenues des cultures d'adoption. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé aujourd'hui un petit peu à cette carrière de diplomate, puisqu'ensuite vous avez atterri en Israël et puis en Afrique, on a senti cette envie de découvrir finalement le plus de cultures possible au cours de votre existence? Bon, oui, enfin, je sais pas si ça vient de là, mais c'est vrai que j'ai cette curiosité pour les autres mondes, quoi. Mais pas de les connaître comme ça de l'extérieur, mais de les vivre véritablement, d'être imprégné, c'est-à-dire de rester un long moment dans un endroit. Et j'ai toujours cherché à rester un long moment ailleurs. Et oui, c'est vrai, je suis allé beaucoup en Afrique, et j'ai vécu au Burundi, au Rwanda, un petit peu au Congo, j'ai vécu aussi en Guinée, juste il y a 1 an j'étais encore à Conakry, j'ai vécu à Tel Aviv, mais Tel Aviv c'est un peu mon pays aussi, donc c'est pas tout à fait. Alors dans Ethno-Roman, vous racontez tout cela, et puis vous racontez aussi toutes ces histoires et tous ces pays qui vous ont traversé, vous dites. Exact. On imagine pourtant bien qu'il y en a un plus qu'un autre qui vous a marqué. Ah bah, je suis français, donc je suis imprégné de culture française et je me sens français. Mais en même temps, je pense que la France a un tournant à faire, qui est de s'ouvrir au monde. Et la France n'est pas assez ouverte au monde, je dirais. Vous savez, regardez les Italiens, il y a 50 millions d'Italiens dedans, et il y a 60 millions d'Italiens dehors. Donc la France, l'Italie est dedans, et elle est dehors aussi. Regardez les Chinois, il y en a beaucoup dedans, il y en a aussi beaucoup dehors. Et la France, il y a très peu de Français dehors. Ce qui fait qu'ils n'ont pas suffisamment l'expérience vécue de la culture des autres. Et moi, je leur ramène ça. Et je leur ramène ça dans mon métier, mon premier métier, qui est d'être psy, en fait, soigner les gens. Et je ramène ça dans ce métier-là, l'expérience du monde des autres. Donc finalement, Ethno-Roman, est-ce qu'on peut le prendre comme une psychothérapie, comme une leçon d'apprentissage à s'ouvrir aux autres cultures? Oui, c'est vrai. C'est aussi comme la façon dont j'ai décidé de pratiquer la psychothérapie avec des patients étrangers, dans leur langue et avec leur système de pensée. Quand je reçois un Afghan, par exemple, je me débrouille pour que sa psychothérapie se passe en afghan, un migrant afghan, vous voyez. Et quand je reçois un migrant chinois, la psychothérapie se passe en chinois, et avec les pensées, les techniques, les méthodes des Afghans, des Chinois, des Africains que je vois, des Sénégalais, des Maliens, etc. C'est comme ça que je travaille. Alors on en vient justement à ce qui a été peut-être un des grands combats de votre vie, c'est dans ce domaine, l'ethnopsychiatrie. D'ailleurs, vous avez été très controversé dans vos recherches par plusieurs spécialistes du domaine, mais de la vie générale également, vous en êtes aujourd'hui le premier représentant. Alors on vous a fait placer un petit peu face à un défi, celui du respect des cultures, face à cette vision un petit peu plus universelle des individus, qui est celle de la France et qui est celle héritée des Lumières. Vous avez réussi, vous pensez aujourd'hui, à surmonter ce qui est devenu un obstacle que cette philosophie? Ah, c'est intéressant votre question. Hein. C'est-à-dire. Reste à y répondre. Oui, c'est pas facile d'y répondre rapidement. Mais elle est intéressante, elle est profonde. C'est une vraie question. Vous dites, j'ai juste une contestation. Vous avez dit, j'étais très controversé. Pas très controversé. Oui, pas très controversé. C'est-à-dire que au départ, quand j'ai commencé à dire attention, n'importe qui ne peut pas recevoir un patient malien, et parce que si vous le recevez et que vous n'avez pas les moyens de parler Bambara, Peul, Wolof, ça va pas bien se passer avec ce patient. Mes collègues ont dit mais non, on peut recevoir tout le monde, quoi. C'était ça la réaction. C'était une réaction de professionnel, quoi. Comment ça, nous ne sommes pas suffisamment formés pour recevoir n'importe qui? Eh ben non, vous n'êtes pas suffisamment formés et surtout vous n'êtes pas suffisamment équipés. C'est-à-dire que moi, pour recevoir un patient malien, moi je parle pas toutes les langues. Hein. Et évidemment. Pourtant, ce n'est pas que une question d'interprète. Non, c'est pas seulement une question d'interprète, c'est la langue et aussi les pensées. Parce que quand un patient malien vous dit écoute, je suis malade parce que quelqu'un à distance m'a fait tomber de l'échafaudage en m'envoyant des djinns qui sont apparus devant mes yeux
et qui m'ont fait, qui ont voulu se précipiter sur moi. Du coup, j'ai reculé et je suis tombé de l'échafaudage. Quand un patient vous dit ça, soit vous dites, c'est vrai, comment est-ce qu'on chasse les djinns? Et à ce moment-là, vous rentrez dans son monde, ou bien vous dites, ouais, ça veut dire quoi, djinn, machin, etc. Et là, vous faites comme si vous compreniez pas ce qu'il vous dit. Et c'est entre ces deux choix que moi j'ai fait le choix de rentrer dans son monde et de parler son monde au moment où je m'occupe de lui de cette manière. Et alors en parlant en rentrant dans son monde, dites-vous, alors c'est là que vous avez suscité la controverse. C'est vrai. D'aucuns estimaient que du coup vous le laissiez dans son monde et vous peut-être placiez un obstacle supplémentaire à son intégration, à son assimilation, peu importe comment on l'appelle aujourd'hui, à devenir finalement un Français. Oui, alors c'est vrai, c'est ce qu'on m'a reproché et c'est à mauvais escient qu'on m'a reproché ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous aidez quelqu'un, vous n'avez pas à vous préoccuper de son intégration. Vous estimez que s'il est guéri, il se débrouillera pour s'intégrer ou pas s'intégrer, à faire ce qu'il veut. Les gens sont libres. On ne peut pas les contraindre à s'intégrer. D'autant que nous entrons dans un nouveau monde où il s'agit plus de changer d'être, parce que la France a encore des représentations anciennes du type, on voit arriver, par exemple, les ouvriers polonais qui arrivaient dans les années 1930 et qui allaient travailler dans les mines au nord et qui, à terme, perdaient leur être polonais pour se vêtir d'un nouvel être français. C'est plus ce monde-là. Le monde est un monde ouvert avec Internet, téléphone, voyage possible, etc. Et les gens restent attachés à leur monde. Ils vont pas se détacher, ils vont pas devenir non ce qu'ils étaient avant. Donc devenir français ou devenir citoyen du pays dans lequel on habite, est-ce qu'aujourd'hui c'est un mythe? Non, citoyen, oui, mais pas. On va pas changer d'être. On va changer de citoyenneté, ce qui est pas la même chose. Et surtout pas de culture. Et peut-être pas de culture, ou peut-être pas tant que ça de culture. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nationalismes à longue distance. C'est-à-dire que les gens sont loin, mais reliés par Internet, reliés par la télévision à satellite, reliés par le téléphone qui est gratuit. Maintenant, par Internet, c'est gratuit le téléphone. Et reliés par tout ça, et donc ils gardent leur langue, leur pensée, leur tradition, et en même temps, ils sont dans un autre pays et ils s'adaptent à la vie dans cet autre pays. C'est ça la modernité de la migration. Est-ce que toutes les cultures aujourd'hui se prêtent à un tel processus? Est-ce qu'il n'y a pas des cultures qui justement vont bloquer cette intégration, vont bloquer la multiplication des identités culturelles? Non, je pense que toutes les cultures sont en train de s'ouvrir. J'ai été dans, j'ai pas été partout, mais j'étais dans un certain nombre de pays dans le monde, et des cultures les plus éloignées, les plus, qu'on pensait les plus traditionnelles, s'adaptent à une vitesse extraordinaire à Internet. Par exemple, j'étais en Guinée, vous voyez, c'est un des pays africains les plus traditionnels. Vous retrouvez les plus vieilles traditions d'Afrique en Guinée. Et une passion pour Internet, et comment mettre ces traditions sur Internet, et comment faire en sorte que les Guinéens qui vivent à New York, les Guinéens qui vivent à Paris, les Guinéens qui vivent en Italie, peuvent se connecter, retrouver les problèmes d'ancêtres, etc. par Internet. Au contraire, les nouvelles technologies facilitent l'existence des vieilles cultures. Et c'est ça qui me plaît. Donc finalement aujourd'hui, le principe d'immigration auquel est confrontée finalement sans cesse l'Europe, qu'il s'agisse de l'Italie ou encore de la France, est peut-être encore mal géré par les gouvernements, des gouvernements qui ont à prendre de ces principes d'ethnopsychiatrie? Alors, je ne dirais pas que c'est mal géré. Les gouvernements ont du mal à inventer des choses. Les gouvernements s'adaptent aussi à la demande de leur population. Et je ne sais pas si les populations sont prêtes. C'est pas les gouvernements. J'incrimine pas du tout les gouvernements. C'est est-ce que les populations sont prêtes? Et pourtant, c'est souvent un problème politique aussi, la gestion de l'immigration. C'est souvent un problème politique. Mais c'est aussi un problème politique qui répond aux demandes des populations. Et je ne sais pas si les populations sont prêtes à rentrer dans ce monde nouveau, qui est un monde véritablement, alors pardon du mot, je dirais véritablement polythéiste. Enfin, tous ces dieux qui existent partout dans le monde vont exister ensemble. Si vous voulez, on pourrait dire les choses comme ça. Jusqu'à présent, les dieux avaient l'impression qu'ils pourraient arriver à devenir le seul dieu au monde. Chaque dieu faisait ça, quoi. Il voulait prendre toute la place.
Maintenant, il va bien falloir qu'ils partagent le monde entre eux, quoi. Et donc, on arrive à un véritable polythéisme mondial, et c'est à ça qu'on est en train d'assister. Et je pense que c'est les enjeux de la nouvelle immigration. Alors, c'est sûr que les gouvernements entendent ce que je dis. Hein. J'ai eu des relations avec les gens des différents gouvernements, d'ailleurs. Enfin, les politiques, si vous voulez. J'ai eu des relations avec les politiques, je leur ai posé ces questions. Ils entendent, ils savent pas bien comment ça va tourner et comment ce sera possible d'appliquer ce genre de choses. Mais ils l'entendent et ils sont très attentifs. On est plus attentifs, je vais vous dire, en Israël à ce genre de choses qu'en France, par exemple. Et on va sans doute reparler de cette identité un petit peu multiculturelle d'Israël qui en fait un pays à part. Un dernier mot sur l'Europe. Il s'agit finalement d'anciennes puissances coloniales qui se retrouvent finalement face à un processus totalement inversé. Est-ce que ces anciennes puissances coloniales ont suffisamment tiré les leçons des erreurs du colonialisme pour éviter de les reproduire sur leur propre sol ? Oh, là, vous me tendez des pièges. Moi, je suis pas un politique. Dans lesquels vous ne tomberez pas. Non, je suis pas un politique. Moi, je peux pas vous répondre à ça. Mais d'abord, je sais pas si c'est la suite du colonialisme. C'est autre chose qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est l'ouverture du monde, c'est l'ouverture des frontières, quoi. Et pour l'instant, de considérer une culture comme avec une certaine suprématie par rapport aux autres, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une certaine forme de colonialisme ? C'est fini, ça. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini, c'est plus possible. Maintenant, évidemment, toutes les cultures essayent de se concurrencer pour avoir plus de place, si vous voulez. Je prenais l'image des dieux tout à l'heure. On va dire les choses comme ça. Par exemple, Jésus, 1,2 milliard. Pas mal. Allah, presque moins, mais quand même presque autant. 1 million, quoi. 1 milliard, pardon. Vous prenez, par exemple, le polythéisme indien, c'est 800 millions. Alors c'est ça la suprématie culturelle à la fin, finalement, elle est numérique aujourd'hui ? Elle est aussi numérique, bien sûr. Mais regardez, le vaudou, c'est une religion, hein, le vaudou. Hein. Il part du Bénin. Le Bénin, des vaudouisants au Bénin, il y en a 4-5 millions, quoi, maximum. Mais il y a 60 millions de vaudouisants dans le monde. Donc il y a des cultures comme ça qui sont des cultures apparemment secondaires, autrefois secondaires. Vous assimilez culture et religion ? On vient de parler de christianisme, d'islam. Non, on ne peut pas les assimiler totalement, mais souvent. Une culture, et son noyau est une croyance aussi, hein. Son noyau, ses forces vives sont des croyances dans une culture. Ce qui dynamise une culture. Parce qu'une culture, c'est pas quelque chose de plat, c'est quelque chose de vivant. Et c'est dynamisé par une croyance. C'est comme ça que ça rentre à l'intérieur des gens. Sinon, pourquoi est-ce que ça rentrerait ? Alors, on a cité l'islam, on a cité la chrétienté. On peut peut-être aussi citer la francophonie. 600 millions d'adhérents, si on peut dire, aujourd'hui dans le monde. C'est aussi une forme de volonté de suprématie culturelle de la part de la France au départ ? Certainement. C'est pas une volonté de suprématie, c'est une volonté d'être une alternative à la suprématie anglaise. Sans prosélytisme. Avec un peu de prosélytisme, et il en faut. Moi, je pense qu'il en faut. Moi, je suis un militant de la langue française parce que je trouve que c'est une belle langue et que c'est une langue riche et qui apporte tellement d'auteurs, de penseurs, etc. Moi, je suis un militant, un prosélyte, moi, de la langue française. Mais ça marche moyen, hein. Ça marche moyen parce que il faut aussi proposer des moyens techniques de relier les gens. Alors en Afrique, c'est très important. En Afrique, c'est très important parce que c'est souvent la langue véhiculaire de peuples qui ont des langues très minoritaires, quoi. Donc, par exemple, si en Guinée, je vais vous prendre un exemple, en Guinée où j'étais, 10 millions d'habitants, 45 langues. Évidemment, ils communiquent entre eux en français, quoi. Le français est fondamental, c'est la langue véhiculaire. Congo, il y a 200 millions d'habitants, 250 langues. 250 langues. Évidemment, le français, fondamental, quoi. C'est ce qui lie ces cultures entre elles. Donc là, le français joue bien son rôle, un peu le rôle que joue l'anglais ailleurs, si vous voulez. Donc dans ces mondes-là, le français est une langue utile, intéressante, et là je milite pour la langue. Et moi je suis un militant du français. Parce que dans ces cas-là, le français ne ferme pas la porte aux autres cultures. Au contraire.
il leur permet de se relier entre elles. Alors on va revenir à l'exemple d'Israël. Israël qui a été un des pays notamment à adopter vos techniques sur l'ethnopsychiatrie. C'était une technique qui était plus que jamais peut-être adaptée également aux circonstances. Alors, à adapter, oui, il y a eu une consultation, il y a toujours d'ailleurs une consultation d'ethnopsychiatrie en Israël, à Ber Yaakov, à l'hôpital de Ber Yaakov, l'hôpital psychiatrique de Ber Yaakov. C'est une amie à moi qui est une psychiatre de qualité, qui s'appelle Anne-Marie Ullmann, qui a mis en place cette consultation, qui est destinée aux patients éthiopiens, qu'elle prend en charge dans leur langue et en respectant leurs coutumes, et ça marche super bien, hein, je vais vous dire. Évidemment, ça marche toujours, ce genre de choses. Écouter les gens dans leur monde, c'est d'abord une marque d'hospitalité et une marque de respect, et ça ouvre des horizons fabuleux quand on soigne les gens. Et c'est vrai, ça marche toujours. Et c'est plus que jamais adapté à un pays qui s'est entièrement constitué sur des vagues successives d'immigration ? Oui, alors... Mais Israël est un peu comme la France, hein, puisqu'il a aussi le même modèle d'assimilation que la France. Mais les Israéliens, je dirais, sont plus pragmatiques. Ils se rendent compte que ça marche pas, bon, on essaye autre chose. En France, si ça marche pas, oui, mais ça contredit nos principes, on revient en arrière. Et là, c'est peut-être la jeunesse du pays qui joue. Peut-être. Et je trouve qu'Israël a compris très très vite l'intérêt de l'ethnopsychiatrie et l'a adopté, non pas pour des raisons idéologiques, mais parce que ça marche, en fait. Alors ça marche pour soigner, est-ce que ça marche aussi pour convertir, si on peut dire, toutes ces populations et toutes ces communautés à cette nouvelle culture qui est la culture israélienne et qui elle aussi est toute jeune ? Ça j'en suis sûr, mais c'est difficile à prouver. Je veux dire, je suis sûr que quelqu'un à qui on permet de garder au moins un certain temps ces traditions s'adaptera beaucoup mieux après, c'est-à-dire la génération d'après. C'est-à-dire vous avez des gens qui arrivent, c'est la première génération des arrivants. Il leur faut un temps de communautarisme pour s'adapter, quoi. Et leurs enfants vont aller voir ailleurs. Ils vont se marier avec d'autres, etc., avec d'autres traditions. Et une génération, 2 générations, ils seront intégrés. C'est comme ça que ça se passe, et ils n'auront pas perdu ce qu'ils avaient au début. Alors Tobin, attends, justement, vous allez nous aider à définir l'intégration idéale. L'intégration idéale, c'est de devenir un diplomate. C'est-à-dire, vous arrivez d'un autre monde, et vous gardez toutes les connaissances de votre autre monde, et vous apprenez le nouveau monde, et à ce moment-là, vous jouez le diplomate entre les deux. Ça, c'est quelqu'un d'intégré. Quelqu'un dont on a lavé le cerveau, et qui a tout perdu de l'ancien monde, et qui n'est plus que du nouveau monde, est un éclopé. C'est un éclopé, ça. Et ça, je pense que c'est pas quelqu'un d'intégré. Et comment est-ce qu'on fait pour considérer qu'on a les véritables bases de sa propre culture, qui ne sont pas perdues tout en s'ouvrant aux autres ? Je sais pas, il faut un regard extérieur pour le voir. Il faut que quelqu'un vous le dise. Je sais pas comment on fait. Alors il faut que quelqu'un nous le dise. Il faut donc des enseignants en la matière. Oui, bien sûr. Et il y aura, à ma connaissance, il y aura un grand colloque au mois de mai organisé par le lycée franco-israélien de Mikvé Israël exactement sur ce thème, sur comment traiter le multiculturalisme en Israël et en France, et c'est précisément ce thème qui a été choisi par ce lycée, qui est un lycée quand même paradigmatique, je dirais, de ce lien entre nos deux pays, et je trouve que c'est formidable, ça. Et finalement, ce lien entre les deux pays, est-ce que ce n'est pas celui qu'il faudrait essayer de développer avec tous les pays, et là on a rapidement envie de dire avec les pays ennemis ? Non, mais bien sûr, mais vous voyez bien que pourquoi il y a ce lien entre la France et Israël, c'est parce qu'il y a des gens mixtes, quoi. Il y a des gens qui sont d'ici et de là. Ces gens-là que j'appelle des diplomates, ils ont pas je veux dire, c'est pas leur métier, diplomate, c'est leur être qui est diplomate. Et bien, ces gens-là, ces gens mixtes, il faut en faire partout, quoi, si vous voulez qu'il y ait... Et comment créer un pont avec des pays dans lesquels il n'existe aucune mixité des cultures ? C'est difficile, c'est impossible. C'est impossible si vous n'avez pas de relations physiques, je dirais. Parce que c'est des relations physiques, quoi, avec les gens, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des relations physiques. Vous savez qui c'est qui savait ça ? Quand les Espagnols sont arrivés en Amérique centrale, ils ont commencé à occuper, à tuer les Indiens, etc. Les Indiens n'ont pas réagi comme ça, hein. Les Indiens, quand ils ont vu ce que faisaient les Espagnols, vous savez ce qu'ils faisaient ?
capturait un enfant d'Espagnol, il l'élevait chez les Indiens, il le rendait indien, et puis ensuite, il le renvoyait vers les Espagnols. C'est-à-dire qu'il fabriquait un être mixte, comme ça, dont il savait que son être même, puisqu'il ressemble à un Espagnol, et pourtant, il a reçu la culture indienne. Celui-là, il va se sentir obligé de faire des ponts. C'est ces personnages mixtes qui sont des personnages intéressants. Des personnages mixtes que pourtant il a fallu créer de force. Ah ouais. Oui, là, chez les Indiens, on les a créés de force. Donc ces ponts entre les cultures, finalement, ils ne sont pas naturels. Il faut une certaine ouverture de part et d'autre pour parvenir à les créer. Évidemment. Bon, en tout cas, un sérieux message de paix qui peut peut-être servir d'exemple également à de nombreux mondes politiques. Surtout à la Saint-Valentin. Quand même. Alors, on la voit pas à l'écran, mais on va la montrer, la rose, parce que sinon on la voit pas. C'est un message d'amour, quoi. Voilà, et puis un message culturel aussi, pourquoi pas. Voilà. Alors, la culture, c'est son message aujourd'hui, un vecteur de paix ? La culture est souvent un vecteur de paix. Parfois, et peut être l'inverse. Parfois, c'est aussi un vecteur de conflit. Mais c'est souvent un vecteur de paix, c'est-à-dire que quand vous prenez deux musiciens qui sont même de pays antagonistes, vous les mettez ensemble, vous dites, allez, vous jouez ensemble, ils jouent ensemble, hein. Ça c'est évident, quoi. Je veux dire, il y a des tas de sphères culturelles où c'est un message de paix, mais c'est pas toujours le cas. Alors on arrive bientôt à la fin de cette émission. On va pointer du doigt, pas une contradiction, disons une autre marque de votre diversité. Vous n'avez pas que écrit des essais en ce qui concerne l'ethno-psychothérapie, mais également des romans, on l'a dit, comme Ethno-roman, qui est un petit peu une autobiographie. Et puis aussi des romans policiers qui a tué Arlozorov. Il est paru déjà il y a quelques années en France. Il paraît aujourd'hui en Israël. En hébreu. Il paraît en hébreu. Il s'appelle, c'est sous le titre Mi Ratzah et Arlozorov. Et ce livre qui a tué Arlozorov, c'est plus qu'un roman policier. Pour moi, c'est vraiment un livre. C'est ma foi qui est exprimée dans ce livre. C'est-à-dire, je raconte, il est parti de ma présence à Tel Aviv. J'ai vécu 5 ans à Tel Aviv en tant que conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Et j'ai découvert cette ville et j'ai voulu lui restituer ce que j'ai découvert. Et je pense que c'est dans ce récit incroyable qui est l'assassinat d'Arlozorov le 16 juin 1933 sur la plage de Tel Aviv, assassinat jamais éclairci, puisqu'aujourd'hui encore on ne sait pas qui a tué Arlozorov. Et je reprends les choses et je reprends les hypothèses et je pense que je fais une proposition ça doit être la vérité. Bon, en tout cas, on devra lire le roman, que ce soit en hébreu ou en français, pour en apprendre davantage. C'est la fin de cette interview. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci. Et la suite de l'information, c'est là dans quelques instants sur Guisen TV.